Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Meurtre de l'enseignant Alain Kali, le G7 Thiès en débrayage suivi d'un sit-in. Ses collègues réclament de la part des autorités plus de sécurité. Alain Kali a été mortellement poignardé ce 21 mai alors qu'il rentrait chez lui à Diassap dans la commune de Thiès-Nord. Le garde des Sceaux enclenche des poursuites à l'encontre des personnes impliquées dans les rapports rendus publics par la Cour des comptes. Ousmane Diagne d'ajouter qu'il ne s'agit pas d'un règlement de compte mais d'une suite logique à apporter après les révélations contenues dans ces rapports. Malgré une dette de 9 milliards que leur doit l'État du Sénégal, les établissements privés d'enseignement supérieur dans les dispositions pour accueillir de nouveaux bacheliers. Ces institutions annoncent par ailleurs leur décision de respecter le calendrier académique et puis éliminatoire du mondial 2026. 26 joueurs retenus pour affronter la RD Congo et la Mauritanie les 6 et 9 juin prochains. Aliou Cissé a présenté sa liste à la presse ce vendredi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Sit-in suivi de débrayage. Tous les syndicats d'enseignants de Thiès s'étaient donné rendez-vous à l'inspection d'académie. Ils ont exprimé leur colère au lendemain de l'assassinat d'un des leurs, Alain Kali. Ces enseignants réclament justice et demandent aux autorités de prendre des mesures pour leur sécurité. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïlatir. Tous les syndicats d'enseignants de la ville et du département de Thiès se sont retrouvés dans l'enceinte de l'inspection d'académie de Thiès à la faveur d'un sitting précédé d'un débrayage pour exprimer leur indignation face à l'assassinat d'un des leurs, Alain Kali. Le G7 local élargi à l'ensemble des syndicats de l'enseignement se sont réunis au siège du CELS pour fustiger avec sa dernière énergie cette forfaiture, cet acte odieux, cette barbarie humaine perpétrée sur l'un parmi nous. Nous avons pris des engagements forts. Le premier engagement, c'était de dire nous réclamons justice. Ces enseignants très remontés ont décidé de porter plainte contre X. La plainte contre X que nous devons porter devant le procureur de la République pour que de tels actes ne puissent se reproduire ici au niveau de la cité du Rail et partout dans le Sénégal, surtout concernant les enseignants. L'État et les autorités académiques sont ainsi interpellés pour prendre des mesures de sécurité à l'endroit des enseignants. Pour lui faire comprendre que nous ne pouvons plus accepter ce genre de situation dans nos établissements. D'où la nécessité de trouver des solutions urgentes à la question de l'insécurité qui règne dans nos établissements. Ces enseignants ont annoncé une journée morte qui coïncidera avec le jour de l'enterrement d'Alain Kali à Ziguinchor. Et puis les recherches sont toujours en cours pour retrouver le corps de Mohamedou Fadilou Touré, disparu en mer il y a 3 jours au niveau de la plage qui jouxte le Radisson. Aujourd'hui, la Marine nationale et les plongeurs de Ngor et Yoff ont été mis à contribution, mais le corps du lycéen de l'école Birago Diop n'a toujours pas été retrouvé. La Marine continue ses recherches jusqu'à 20h, tandis que les plongeurs attendent demain en espérant que les conditions climatiques soient beaucoup plus favorables à sa recherche. Le reportage est signé Abdoulaye Diop. À 10h, 4 nageurs des sapeurs-pompiers sont déjà à l'œuvre pour retrouver Mohamed Fadel Touré, disparu hier à la plage d'Imetson derrière le Radisson. Des renforts s'apprêtent à leur venir en aide, tandis qu'ils affrontent la violence des vagues qui s'abattent contre eux. Mais ce matin, il est impossible de retrouver les jeunes élèves de la classe de seconde du lycée Birago Diop. Selon les secours, la marée est haute et les conditions climatiques sont défavorables. Fadel est venu ici hier vers midi, après le cours d'histoire-géographie. Son professeur, qui l'avait entre 8h et 10h, est dépassé par les événements. Fadel était accompagné de 4 de ses camarades. Tous sont revenus, sauf lui. Dans l'attente du dénouement de cette situation, la tristesse s'est lue sur le regard mélancolique de ses camarades de classe, de ses professeurs et de sa famille. Un proche de sa famille était aussi sur place.
l'ancien ministre Souad Farba Senghor. Tous ont reçu l'ordre du proviseur de l'école de ne pas parler. Dans l'après-midi, les sapeurs-pompiers renforcent leur dispositif avec d'autres nageurs équipés de bouteilles d'oxygène. Dans des conditions difficiles et face à la déferlante des vagues, ils parcourent un périmètre mais n'y parviennent pas. Finalement, ils ont arrêté leur recherche pour employer d'autres stratégies. Selon les témoignages, il n'y avait pas de maître nageur au moment du drame. Ils racontent aussi qu'il y avait une affiche interdisant la baignade sur cette plage, mais elle n'est plus là. Pendant que les sapeurs-pompiers étaient au large à la recherche du corps de Fadel Touré, plusieurs enfants continuaient à nager de l'autre côté de la plage, comme si de rien ne s'était passé. Plus de 2 semaines que Thiaroye-sur-Mer recherche ses fils partis à bord de pirogues en quête d'un avenir meilleur. Ils ont pris départ dans ce village en cachette. Leurs parents, actuellement dans le désarroi, invitent l'État du Sénégal à s'investir davantage dans les recherches. La population de ce village traditionnel lébou compte toutefois mettre en place un comité de lutte contre l'immigration irrégulière. Le reportage est signé Habib Faye. Environ 20 jours, Thiaroye-sur-Mer cherche toujours ses enfants partis en mer. Ils étaient 7 personnes, mais 4 autres se sont rajoutés à la liste des disparus. D'autres parents sont venus déclarer la disparition de leurs enfants. On peut dire que maintenant le nombre a augmenté, 11 disparus et d'autres individus pourraient se signaler. Ils ont pris la pirogue en destination de l'Europe depuis le 5 mai. Aucune nouvelle. L'inquiétude s'installe alors dans le village Lébou. Nous avons mal au cœur. Nous ne pouvons plus bien dormir. C'est dur de rester 2 semaines sans aucune nouvelle de son enfant. C'est quand je suis revenu en mer que j'ai demandé à mon ami, parce que ça faisait 5 jours que je ne l'avais pas vu. J'ai également demandé à mon jeune frère qui m'informe de ce voyage clandestin. La population dénonce les actes malsains autour de ce voyage clandestin. Elle ne compte pas baisser les bras pour traquer les malfaiteurs. Nous devons nous unir afin de combattre ces malfaiteurs. Ces malfaiteurs publient les photos des jeunes qui ont pris la pirogue pour dire qu'ils sont bien arrivés en Europe, alors que ce sont des contre-vérités. Ils se sont préparés depuis l'année dernière à arnaquer les jeunes du village qui comptent quand même rallier l'Europe. En plus, il faut signaler que les pirogues ne sont pas de bonne qualité. Elles ne peuvent même pas dépasser les côtes sénégalaises. Toutefois, ces parents gardent espoir de retrouver leurs enfants. Ils invitent le gouvernement à mettre les moyens nécessaires. Nous entendons souvent des rumeurs qui disent qu'ils sont arrivés au Maroc, en Mauritanie ou ailleurs, mais ils n'ont fait aucun signe de vie. Nous invitons l'État du Sénégal à intervenir davantage dans les recherches et tout faire pour qu'il n'y ait plus de voyages irréguliers. C'est sur cette plage qu'ils ont pris départ vers l'Europe. Les jeunes de Thiaroye-sur-Mer, en quête de destination meilleure, n'ont jusque-là fourni aucune nouvelle à leur famille. Une situation qui hante le sommeil de leurs parents. Et puis de Thiès, nous allons sur Thiaroye-sur-Mer pour vous faire part de ces images inédites d'un camion qui roulait à vive allure et qui a atterri dans un magasin, créant d'énormes dégâts matériels. Pas de perte en vie humaine. Cela s'est passé au quartier Mour 1 de Thiès, comme vous allez le voir sur ces images tirées d'une vidéosurveillance. Et après le Cap-Vert, le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé ce samedi en Guinée-Conakry pour une visite de 2 jours. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était ce matin à Praia. Au Cap-Vert, il a été chaleureusement accueilli avec les honneurs par son homologue José Maria Pereira Neves. Durant leurs entretiens, les 2 chefs d'État et leurs délégations ont passé en revue la coopération bilatérale entre ces 2 pays frères et discuté des sujets d'intérêt commun, notamment l'intégration dans la région ouest africaine.
Je vous l'annonçais en titre, rapport de la Cour des comptes. Le ministre de la Justice annonce des poursuites pour les personnes concernées. Selon lui, la finalité de ce rapport est d'appliquer les sanctions préconisées par le corps de contrôle. Il a tenu ses propos lors d'un entretien accordé à nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Je vous propose d'écouter Ousmane Diagne, le garde des Sceaux, au micro de nos confrères de l'APS. La finalité d'un rapport, dès lors que les auteurs du rapport préconisent des poursuites, je ne pense pas, à moins évidemment que les poursuites préconisées ou suggérées ne sont pas légalement établies, et je ne pense pas que ce soit le cas, à moins qu'il n'y ait effectivement des raisons de penser que les infractions qui ont été retenues contre les uns et les autres ne seraient pas du tout établies. Moi, je crois que la vocation d'un rapport, d'un corps de contrôle aussi prestigieux que la Cour des comptes, la finalité ne saurait être, à mon sens, que des poursuites. Et ces poursuites seront initiées, seront confiées à des magistrats indépendants, expérimentés, qui vont tout simplement décider de la suite à donner et éventuellement des peines à distribuer. Maître Abdoulaye Tine se réjouit du lancement de la plateforme Jubanti par le président Bassirou Diomaye Faye, une plateforme visant à permettre à chaque citoyen de donner son opinion sur la justice. Membre du F24, il estime que ces dernières années, la justice a fait l'objet de nombreuses critiques de la part des citoyens. Il pense qu'il est temps d'y apporter des correctifs. Maître Abdoulaye Tine a tenu ses propos en marge de l'atelier initié ce vendredi par le F24 sur les réformes judiciaires. Nous l'écoutons au micro de Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Mbaye. Ces dernières années, il y a eu une crise entre le justiciable plus précisément et la justice. Donc on est passé d'une attitude de méfiance à une attitude de défiance vis-à-vis de la justice qui a été beaucoup critiquée. Mais en même temps, vous l'avez vu que, in fine, c'est la justice qui nous a indiqué la voie pour sortir de la crise institutionnelle dans laquelle on était installé. Donc ça veut dire que, quelles que soient les critiques, par ailleurs légitimes, que le justiciable puisse adresser à l'institution judiciaire, n'oublions pas que l'institution judiciaire, comme toute œuvre humaine, est imparfaite et sans doute perfectible, et c'est pour ça effectivement que le fait, en tout cas, de prendre en considération les attentes, les doléances des destinataires de cette justice, parce que n'oublions pas qu'elle est rendue avant tout au nom du peuple, le fait de prendre en compte leurs attentes procède effectivement d'une innovation dans la forme de la gouvernance, mais ça permet effectivement d'avoir une adéquation parfaite entre les attentes, encore une fois, et les réformes à venir. Allez, nous restons avec cet atelier initié, je rappelle, par la plateforme des forces vives du F24 et qui anticipe sur les réformes à mettre en œuvre pour un Sénégal juste et prospère. Les membres du F24 se sont réunis ce matin autour de plusieurs thématiques qui touchent la justice, le foncier, les institutions, le système électoral. Selon son coordonnateur, le président Diomaye Faye doit changer d'approche et donner des garanties pour la matérialisation de toutes les conclusions qui seront issues des concertations nationales à venir. Compte rendu de cet atelier avec Al-Hassan et Pape Sangoné Mbaye. Cette rencontre constitue une suite logique des différentes sorties faites par les forces vives F24 visant à trouver les voies et moyens pour tourner la page de l'hyper-présidentialisme. S'appuyant sur le pacte de gouvernance démocratique signé par le président Diomaye Faye, F24 trouve qu'il est temps d'aller vers des propositions qu'il faudra soumettre au chef de l'État. Donc nous sommes partis de cela et nous avons dit qu'il faut, au-delà du pacte, faire également des propositions. Et c'est dans ce sens-là qu'on tient cet atelier qui tourne autour de 4 points. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que nous pensons qu'il faut, pour l'hyper-présidentialisme, changer beaucoup de choses, aussi bien dans la justice que dans le législatif. Un président de la République ne doit pas être quelqu'un qui est de santé faible ou qui, au terme d'élections, est condamné. Il faut éviter cela et prendre les dispositions
par rapport à la déclaration de patrimoine, par rapport au dossier de candidature. Il y a des propositions dans ce sens-là. 4 sous-thèmes au programme de ce matin sur les institutions, le foncier, le droit pénal sénégalais et les libertés fondamentales et le système électoral sénégalais face à l'équation de son efficacité. Modumbo invite le président Diomaye à changer de cap et œuvrer pour la matérialisation des différentes conclusions qui seront issues des concertations. On a vu qu'avec, par exemple, M. Macky Sall, les conclusions de la CNRI, les conclusions sur le foncier, les conclusions des assises d'éducation, toutes ces conclusions ont été mises sous le boisseau. Donc il ne sert à rien de faire de sortir des millions, de créer des concertations longues et puis les ranger dans les tiroirs. Et nous pensons que M. Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement devront changer de cap. C'est comme ça que se font les ruptures. C'est-à-dire ce qu'on attend d'eux, c'est des ruptures. On n'attend pas la continuité dans le mauvais sens du terme. F24 est d'avis qu'il faut des réformes à tous les niveaux et c'est ce qui justifie le choix du thème quelle réforme pour des ruptures vers un Sénégal souverain et juste. Des réformes dans le code pénal, le code électoral, le code minier, entre autres. Al-Hassan Ba, merci. Parlons à présent de cette importante saisie de cocaïne d'un poids total de 264 kg, d'une contre-valeur estimée à plus de 21 milliards de francs CFA. Une saisie opérée par les agents de la brigade mobile des douanes de Koumpentoum, subdivision de Tambacounda, région douanière du Sud-Est, annonce dans un communiqué la division de la communication et des relations publiques des douanes. La saisie a eu lieu ce jeudi 23 mai 2024 vers 23h45. Lors d'un contrôle routier portant sur un camion frigorifique immatriculé à l'étranger et en provenance d'un pays voisin. Ainsi, 228 plaquettes de cocaïne ont été découvertes dans le faux réservoir pour un poids total de 264 kg. 2 personnes, dont un ressortissant d'un pays de la sous-région et un autre d'un pays nord-africain, ont été arrêtées au cours de l'opération. Et c'est la deuxième saisie de cocaïne effectuée par la brigade mobile des douanes de Koumpentoum sur l'axe Tambacounda-Koumpentoum en 2 mois après celle du 31 mars 2024. Cette saisie portait, elle, sur 81 kg de cocaïne. Les établissements privés d'enseignement supérieur dans les dispositions pour accueillir de nouveaux bacheliers, et cela malgré la dette de 9 milliards due par l'État du Sénégal lors d'un atelier organisé par le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, le CUDOPES. Eh bien, ces institutions ont annoncé leur volonté de respecter le calendrier académique. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté. Cette rentrée universitaire, les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal sont prêts à recevoir les nouveaux bacheliers après une rupture du contrat avec l'État en 2019. L'orientation avait été arrêtée à un moment donné. Aujourd'hui, nos instituts sont surdimensionnés parce qu'on nous avait demandé d'investir. On a investi et ça a été arrêté. Maintenant, si on reprend le programme tel que ça a été défini, à savoir Ubitay Djangtay, ça veut dire démarrer en octobre, finir en juillet, on n'a aucun problème parce que ça, il reste dans les cohortes normales et chaque établissement va demander ce qu'il peut prendre. Malgré la dette due à ces établissements d'une valeur de 9 milliards par l'État du Sénégal. Toute la dette, elle a été régulièrement payée, peut-être pas payée comme nous on le voudrait. On a des difficultés. On s'attend à ce que le gouvernement fasse encore des efforts, mais le gouvernement s'est engagé dans des discussions à nous payer la dette. La dette, en tout cas, le gouvernement sortant nous avait donné des chiffres, ils estimaient ça à peu près à 9 milliards 500. Les établissements privés d'enseignement supérieur qui reçoivent un quota important d'étudiants demandent à ce que ces étudiants du privé soient au même pied de traitement que ceux du public. Le gouvernement puisse quand même aider. Quand je dis aider, puisse mettre les étudiants au même niveau que les étudiants du public. Les bacheliers, c'est des enfants du Sénégal. Les bacheliers qui sont dans le privé doivent avoir la même dignité que les bacheliers qui sont dans le public. Ils doivent avoir les mêmes conditions, des bourses et aussi pouvoir bénéficier des enseignements de qualité. Avec le chevauchement de l'année scolaire au Sénégal, ces institutions privées se portent garant à respecter l'année académique.
Les évêques de la province ecclésiastique de Dakar se disent préoccupés par la cherté du coût de la vie et le chômage des jeunes. Ils invitent le gouvernement à y apporter des solutions. Ces évêques tenaient leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 au foyer de charité du Cap des Biches. Et je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Pierre Bassène, porte-parole du jour au micro de Abdou Diouf Diagne et de Ahmadou Bamba Samba. Les évêques restent par ailleurs très sensibles à la question de la cherté de la vie. C'est pourquoi ils invitent le gouvernement du Sénégal à faire de son mieux pour alléger ce lourd fardeau qui pèse sur beaucoup de familles. De manière plus spécifique, les évêques expriment particulièrement leur préoccupation quant à la situation actuelle des jeunes, présents et à venir de notre pays. Ils observent avec compassion que plusieurs d'entre eux vivent dans des situations dramatiques liées au manque d'emploi et au chômage. Certains, en proie au désespoir ou à la pression sociale, voire familiale, tentent de rejoindre d'autres horizons en quête d'un meilleur avenir, parfois au péril même de leur vie, dans les océans ou dans les déserts. Voilà pourquoi les évêques, tout en reconnaissant la volonté des pouvoirs publics à redonner l'espoir, exhortent les autorités étatiques à inscrire en priorité dans leur programme la question de la jeunesse, de manière à proposer des stratégies pertinentes et des solutions structurelles à cette question lancinante et dramatique. Allez, parlons santé à présent. Le deuxième congrès international de la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liées au papillomavirus a vécu avec comme thème en route vers l'élimination du cancer du col de l'utérus. Lors de ce congrès, le professeur Abdelaziz Kassé est revenu sur la situation du cancer du col de l'utérus au Sénégal. Nous l'écoutons, il s'exprime au micro de Fatou Bintou Conté et de Mohamed Dian. Tous ces cancers, il y en a un qui est spécial. Il s'appelle le cancer du col de l'utérus. Heureusement, c'est le seul cancer au monde qu'on pourrait éradiquer. Parce qu'on connaît le coupable. En quoi faisant ? Le coupable, il s'appelle papillomavirus. C'est plus de 200 virus qui proviennent d'une infection génitale et qui peuvent progressivement, en 20-25 ans, donner des lésions précancéreuses, puis des cancers. Et à chaque fois que meurt une personne d'un cancer du col de l'utérus, c'est énormément de problèmes médicaux et économiques en même temps. Grogne à Dakar Demdik des syndicalistes contre toute annulation de lignes le long du trajet desservi par le BRT. Une décision que les syndicalistes ne cautionnent point. En conférence de presse ce matin, ils ont menacé de paralyser le trafic si jamais l'idée était mise en application. Pour eux, cette décision d'éliminer des lignes risque de ruiner la Société nationale de transport. Amadouba et Aminata Mbaresso pour plus de détails. Conférence de presse, la deuxième en l'espace 2 mois. Cette fois-ci, ces syndicalistes de la société Dakar Demdik dénoncent certains agissements du CETUD suite à la mise en circulation du BRT. Ils ont dit que Dakar Demdik est relégué au 3e niveau. Le premier niveau, c'est le TER, le deuxième niveau, c'est le BRT. Nous, on est réglé en 3e position. Créer une société parallèle à la société Dakar Demdik avec l'élimination d'au moins 14 lignes de la société Dakar Demdik et un changement d'itinéraire. Et pour rendre rentable ces deux projets, ça se traduira par l'élimination de certaines lignes de Dakar Demdik, le changement d'itinéraire. Ils ont prévu le changement d'élimination de 14 lignes. Et cette ligne seront réorganisées. Et ils ont dit encore ce qui est plus grave. Il peut y avoir une intégration de 18 lignes d'ici 2025. Mais vous voyez le toupet qu'ils ont de dire une intégration. Une utopie pour ces syndicalistes qui rappellent l'historique et l'importance de la société Dakar Demdik dans la mobilité urbaine et interurbaine au Sénégal. Dakar Demdik est une grande société nationale. Dakar Demdik est là déjà depuis 24 ans. BRT, c'est quand ? 2023, 2024. Même pas une semaine.
210 milliards de francs CFA financés par la Banque européenne pour l'achat de bus. Ces syndicalistes veulent un traitement du genre pour Dakar Dem Dikk. Les bus qu'ils ont déjà achetés par Oulimata Sarr, l'ancien ministre de l'économie et de la planification, la Banque européenne a décaissé 210 milliards pour 300 bus qui roulent au carbone pour desservir la lointaine banlieue, pour alimenter le BRT et le TER. La société Dakar Dem Dikk a besoin de ces véhicules-là pour continuer à perpétuer le service public. Parce qu'on nous avait promis 1400 bus. Depuis 2020, on n'a reçu que 370 véhicules. Aujourd'hui, cette conférence de presse, un avertissement, disent-ils. Il donne un ultimatum aux nouvelles autorités pour régler ce problème. À défaut de cela, une perturbation du réseau Dakar Dem Dikk est en vue dans les jours à venir. Alors, retour sur ce reportage fait par Abdoulaye Diop pour nous édifier sur les recherches qui seraient toujours en cours pour retrouver le corps de Mohamed Fadilou Touré disparu en mer il y a 3 jours à la plage du Radisson. Nous avons certes ouvert cette édition avec un reportage, mais ce n'était pas le bon. Donc, pour faire le point, sachez qu'aujourd'hui, la Marine nationale et les plongeurs de Ngor et de Yoff sont entrés en action, mais le corps du lycéen de Birago Diop n'a toujours pas été retrouvé. La marine poursuit toutefois ses recherches jusqu'à 20h, tandis que les plongeurs attendent demain que les conditions climatiques soient beaucoup plus favorables. Retour sur cette journée de recherche avec Abdoulaye Diop. À 15h, plus d'une 60aine d'hommes se lancent en mer avec pour objectif de retrouver Mohamed Fadel Touré disparu il y a 3 jours. Il s'agit des plongeurs de la Marine nationale avec leur bateau, ainsi que d'autres plongeurs venus de Ngor et de Yoff accompagnés de 3 pirogues. Il était très difficile de voir dans la mer. Et aussi, on n'était pas équipé de nos bouteilles d'oxygène. On a fait 3 heures de temps, mais on va revenir demain avec nos bouteilles d'oxygène et nos pirogues pour essayer de retrouver le corps. 20 de ces plongeurs sont dirigés par Ndiamé, un sapeur-pompier à la retraite. 15h30, on est là depuis 15h. Bon, on a fait actuellement, je pense actuellement il fait 17h. On a arrêté la recherche à 17h. Comme l'eau est trop trouble, étant donné que la mer était trop agitée depuis le jour de la noyade, la noyade a fait aujourd'hui 3 jours. À 17h, tous ont suspendu leur recherche, sauf la Marine nationale, car les conditions ne sont pas favorables. Ce matin, la famille de la victime avait reçu un appel pour vérifier un corps qui aurait été retrouvé à la plage de Radisson. Finalement, il s'agissait d'un gros bâton. La famille, les amis et les proches, accompagnés de plongeurs, discutent des possibilités de retrouver le jeune lycéen. Des prières ont même été effectuées. Ibrahim Fall est le président de l'association des nageurs. Il revient sur le bilan de cette année avec déjà 19 victimes annoncées. 19 décès par noyade, donc c'est vraiment déplorable. C'est un bilan catastrophique même. Parce que bon, en fait, on a constaté ces noyades-là depuis le mois d'avril. Donc vraiment, nous déplorons cette situation et que nous disons encore une fois aux enfants de bien faire attention et de fréquenter donc, les plages autorisées à la baignade. Il exhorte les parents à veiller sur leurs enfants et appelle les autorités à redoubler d'efforts pour que le bilan soit moins lourd que l'année dernière où 278 victimes avaient été recensées. Les journées pétrole 2e édition se tiendront du 5 au 8 juin prochain, des journées qui constituent un cadre de rencontre pour les acteurs africains des hydrocarbures. En prélude à cet événement, le cabinet 3e Partner et Conseil a rencontré la presse pour échanger sur le contrat de partage de production en Afrique. Nous écoutons Gatien Emmanuel Moudimunga, expert des contrats de partage et de production. Ses propos sont recueillis par Yaya Diallo. Le thème est l'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales. L'idée de ce thème est de pouvoir présenter les mécanismes et les avantages qu'offre le contrat de partage de production pour assurer un développement harmonieux, un développement économique, un développement social, un développement infrastructurel de nos économies pour éviter une dépendance au pétrole.
Et donc, les journées pétrole rentrent dans cette perspective, permettant d'assurer un renforcement des compétences des personnels qui manipulent ces contrats, mais aussi un lieu et un cadre d'échange en vue des bonnes pratiques. Hors de chez nous, le Parlement de la CEDEAO a une nouvelle patronne. Il s'agit d'Ibrahima Memounatou qui succède à Sidi Mohamed Tunis de la Sierra Leone. La Togolaise est la première femme à diriger cette institution depuis sa création et son portrait nous est dressé par Dissa Prera. Désormais, Ibrahima Memounatou est la nouvelle présidente du Parlement de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La députée présidente de l'Assemblée nationale de son pays a été élue ce 23 mai à Kano au Nigeria. Issue du parti Union pour la République, elle succède ainsi à Sidi Mohamed Tunis de la Sierra Leone et ce conformément à la tradition de la présidence tournante. Ibrahima Memounatou était précédemment troisième vice-présidente de ce Parlement. Selon le site Togo First, un des chantiers prioritaires de la nouvelle présidente est de travailler pour la résolution des différentes crises sociopolitiques dans les États membres. Pour rappel, le Parlement de la CEDEAO a été créé en juillet 1993. Le siège social est basé à Abuja, au Nigeria. Il dispose de 120 sièges et chaque État bénéficie de 5 sièges au minimum. Les 40 autres sièges sont répartis en fonction de la population de chaque pays. Parlons des artistes sénégalais qui se regroupent en syndicats pour une meilleure prise en charge de leurs revendications. Pour ces associations mises en place, pour ces artistes plutôt, les associations déjà existantes ne prennent pas assez en charge leurs préoccupations. Ils ont tenu une grande assemblée générale, une rencontre au cours de laquelle ils ont communiqué sur leur syndicat affilié à la CSA. Nous écoutons Vieux Macfaye, artiste et compositeur. Il nous en dit plus au micro de Fatima Touré. Nous sommes venus dans le cadre d'un syndicat, c'est-à-dire nous avons voulu affranchir le cap des associations pour nous syndiquer. C'est-à-dire des gens qui veulent accéder au statut du travail. C'est-à-dire nous voulons, en plus de notre ministère de la Culture, relever du ministère du Travail, devenir des travailleurs à part entière. C'est un droit légitime. Tous les artistes aujourd'hui, confondus, tous les acteurs culturels sont unanimes pour dire que c'est légitime. Et nous avons tenu notre congrès. Et donc, fort de cela, il y a un bureau, il y a un secrétaire national qui a été désigné. Et dans ce sens-là, donc, nous continuerons d'œuvrer. Au sortir de cette salle-là, vous nous entendrez, Inch'Allah. Nous allons entreprendre des actions dans le sens du statut de l'artiste. Nous allons aller dans le sens de la formation. Nous allons entreprendre et mettre sur place œuvrer pour qu'il y ait des infrastructures assez structurelles pour le bien-être des artistes. Allez, du sport, de la culture au sport, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas? Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a présenté ce vendredi sa liste de 26 joueurs retenus pour les rencontres. Ce sera face à la RD Congo le 6 juin et la Mauritanie le 9 juin prochain, à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Chérif Ndiaye, pressenti pour la première fois de sa carrière en sélection, fait figure de petit nouveau dans la tanière. L'international sénégalais qui évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade a fait une très bonne saison selon le sélectionneur, ce qui explique sa convocation en équipe nationale. Le compte-rendu est signé Mamadou Ndiaye Balé. Chérif Ndiaye de l'Étoile Belgrade en Serbie, 20 buts, 5 passes décisives, est le seul nouveau joueur dans cette nouvelle liste d'Aliou Cissé pour les 2 prochains matchs des Lions en éliminatoire de Mondial 2026. Il a été quand même assez régulier. C'est un garçon qui a marqué 4 à 5 passes décisives. On le suit depuis longtemps. Il a joué la Champions League. Il n'y avait pas la possibilité de le faire venir. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec les méformes et les difficultés dans leur club, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement cohérent il est capable de prendre la profondeur. Techniquement, il est pas mal. Donc je pense que le faire venir, c'est juste normal. Le sélectionneur des Lions a convoqué 26 joueurs pour la 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. 2 matchs importants et décisifs pour la qualification. Tout au long de cette CAN, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Bon, là, ils ont leur attaquant qui est blessé.
Gaël Kakuta, c'est un garçon qui a énormément de qualité et oui, c'est une très belle équipe. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter et comme je l'ai dit, nous aussi, on a à cœur de retourner à cette Coupe du Monde-là. On s'est qualifié sur les 2 éditions. Les 2 dernières éditions, c'est important que ce 3e-là aussi, que le Sénégal y soit. Donc nous savons ce qui nous attend sur ce match du jeudi. La Mauritanie, comme vous le savez, c'est nos voisins. Voilà, donc c'est le même peuple, j'ai envie de dire. Il y a des Sénégalais qui sont en Mauritanie, comme des Mauritaniens qui sont ici au Sénégal. Nous savons qu'on sera attendu là-bas. Cheikhou Kouyaté, absent pour son temps de jeu réduit. Krépin Diatta suspendu, Ismaël Jacobs blessé. Le Sénégal reçoit la RD Congo le 6 juin au stade Abdoulaye Wade avant de rallier Nouakchott pour le derby de la 4e journée face au Mourabitoun de la Mauritanie. Le rassemblement des Lions démarre ce lundi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. Tout de suite, la deuxième partie du soir d'Info. Nous recevons tout de suite Madame Hélène Tine.